C'est l'histoire d'un jeune homme d'à peine 22 ans qui décide d'organiser une multitude d'attentats terroristes d'extrême droite. L'homme de 21 ans avait un projet d'action violente aux contours imprécis. Attaque d'un lieu de culte, de migrants, trafiquants de stupéfiants ou d'une personnalité politique, notamment Christophe Castaner ou Jean-Luc Mélenchon. Et si ce n'était pas sur le coup d'un quasi-hasard, il aurait bien pu arriver à ses fins. Car à la base, il était arrêté pour un autre motif. Quand les policiers débarquent chez lui, ils n'imaginent pas une seconde découvrir des armes, des munitions, des composants d'explosifs, un gilet pare-balles ou encore des tracts racistes appelant au meurtre de musulmans et de migrants. Perquisition chez lui, on trouve 3 armes à feu, un fusil de chasse calibre 12, 2 pistolets à poudre, un gilet pare-balles. Surtout, son ordinateur contient des listes de cibles et des échanges en ligne détaillant des projets d'attaques terroristes contre une quarantaine de mosquées, contre des restaurants tenus par des musulmans et même contre des personnalités politiques comme Jean-Luc Mélenchon ou Christophe Castaner. Des traces montraient aussi des négociations sur le Darknet pour acheter des armes de guerre en Bosnie. Et c'est là qu'il avoue qu'ils avaient l'intention, avec quelques autres, de commettre des actes, notamment contre des hommes politiques, et il cite Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner. Ce cas, finalement pas tant médiatisé que ça, est pourtant symptomatique de l'un des plus grands dangers qui pèsent sur notre société aujourd'hui, le terrorisme d'extrême droite. Depuis 2017, le parquet national antiterroriste a ouvert 19 enquêtes concernant des faits reprochés à l'ultra-droite. C'est vraiment quelque chose qui monte, une menace qui monte, des individus aussi qui assument totalement en fait, le fait d'avoir une haine assumée, décomplexée de l'autre. Comment de jeunes hommes peuvent-ils en arriver là ? C'est la question que s'est posée le sociologue Eliamine Setoul, chercheur spécialiste des phénomènes de radicalisation, qui a choisi dans son nouveau livre Suprémaciste, Anatomie d'un parcours d'ultra-droite, de raconter l'histoire de ce jeune homme en particulier qui a bien failli passer à l'action. Comment est-ce qu'on en arrive à préparer des dizaines d'attentats ? Le jeune homme s'était peu à peu enfermé dans un univers idéologique fait de haine, de complotisme et de fantasmes de guerre civile. Ce livre, c'est pas seulement le récit glaçant d'un passage à l'acte avorté. C'est aussi une véritable enquête qui permet de comprendre comment un individu d'apparence ordinaire, issu d'une petite ville, bascule progressivement dans une logique terroriste. On a souvent des trajectoires un peu chaotiques, il l'explique dans son reportage, des failles affectives, des failles identitaires, des failles narcissiques. Et la radicalisation a comme propriété, si vous voulez, de cicatriser ces failles en fait. Quel a été le rôle de la télévision, par exemple, des responsables politiques d'extrême droite, ou encore des réseaux sociaux. À travers ce cas singulier, c'est l'occasion d'interroger des phénomènes beaucoup plus larges. La banalisation de certaines idées identitaires dans l'espace public. Les parallèles troublants entre les logiques de radicalisation djihadiste et d'extrême droite. Le côté effectivement de se voir comme étant attaqué ou pouvant l'être et donc de dérouler une rhétorique de « on se défend ». Le côté toute une haine, de catalogue de haine. Et les dangers d'un climat politique où la violence idéologique trouve de plus en plus de relais. Alors comment expliquer ce basculement ? Comment la société peut-elle répondre à ces nouvelles menaces ? Réponse à toutes ces questions avec Eliamine Setoul dans ce nouvel entretien pour Blast. Eliamine Setoul, bonjour. Vous êtes maître de conférences des universités, vous êtes docteur de Sciences Po Paris. Vos recherches s'articulent autour des questions de sociologie du milieu militaire, des thèmes liés à l'ethnicité, l'immigration, les discriminations et les phénomènes de radicalisation. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez créé le certificat de spécialisation prévention des radicalisations au sein de la chaire de criminologie du Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Vous avez également été maître de conférences à Sciences Po Paris et vous avez enseigné à l'EOGN, l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Vous êtes l'auteur de nombreux articles de sociologie militaire et vous avez publié en 2022 « Penser la radicalisation djihadiste, acteurs, théorie, mutation » aux éditions Presse universitaire de France. Et aujourd'hui, vous publiez ce livre, Suprémaciste, Anatomie d'un parcours d'ultra-droite aux éditions Université Paris Cité. Après vous être intéressé aux questions de djihadisme, pourquoi avoir choisi de traiter la question du parcours d'un apprenti terroriste d'extrême droite cette fois-ci ? Donc, quelle a été votre méthodologie ? En fait, je suis parti du constat assez simple que finalement le djihadisme a été un objet surexploré, suranalysé et a contrario, l'ultra-droite est un sujet assez inexploré en fait. Et donc j'avais envie d'explorer tout simplement ce phénomène
D'autant plus qu'entre 2015 et 2020, on constate une augmentation de 300% des actes terroristes ultra-droite dans les démocraties occidentales. Donc comment est-ce qu'on s'y prend pour essayer de comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un apprenti terroriste de ce qu'on qualifie d'ultra-droite? On tient à dire que c'est un qualificatif administratif dont on pourrait discuter, parce que c'est aussi l'extrême droite. Alors, j'ai utilisé une méthodologie plurielle. Bon, déjà, l'entretien en face à face. Donc, un entretien, de multiples entretiens dans lesquels j'essaie de comprendre un petit peu la trajectoire biographique de l'acteur. Donc, j'ai essayé d'identifier ce qu'on appelle des séquences biographiques. Donc, comment son parcours s'est construit, le point de départ jusqu'à l'usage de la violence. Donc, l'idée, c'est de comprendre comment un individu, le plus souvent ordinaire, en vient à transformer ses représentations du monde jusqu'à légitimer, justifier l'usage de la violence. Donc, à commettre des actions, comme je le dis dans le livre, d'une violence extraordinaire. Combien d'entretiens à peu près ? Environ une petite dizaine sur l'année 2024. Donc il y a à la fois cette approche en entretien face à face, l'approche dite du génogramme. Donc j'essaie aussi de comprendre son univers mental et son univers familial. Le génogramme, en gros, c'est la cartographie mentale de l'univers familial de l'acteur. Et ça permet de comprendre aussi des phénomènes. C'est un outil qui est de plus en plus utilisé par les spécialistes pour comprendre les trajectoires de personnes violentes. J'ai également opté pour une approche multiscalaire. Donc multiscalaire, ça veut dire que j'ai utilisé le niveau micro, méso et macro. Au niveau micro, c'est la psychologie du jeune, donc comment il en vient à se transformer radicalement. Donc ça commence chez lui, chez un parcours de harcèlement scolaire. Le niveau méso, c'est l'environnement familial et l'environnement, je dirais, résidentiel. Il se trouve que c'est un jeune qui a grandi dans la ville de Vitrolles, qui est une ville un peu particulière au niveau politique, on reviendra dessus peut-être, dans un environnement familial qui est quand même acquis aux idées d'extrême droite, et ça joue dans sa socialisation. Et puis enfin, le niveau macro, c'est le contexte politique, et on verra comment différents événements, notamment les attentats de 2015, ou d'autres événements, ont joué un rôle aussi dans son parcours de radicalisation. L'idée, c'est de comprendre comment on en vient à vouloir commettre des attentats, là, en l'occurrence, assez massifs. Vous avez aussi interrogé son entourage, d'autres personnes qui ont collaboré avec lui. Vous avez consulté des documents, des archives. Donc, c'est un travail, ça me tenait à cœur de commencer par cette question, pour montrer que c'est un travail de sociologue et c'est un travail de recherche scientifique. Et on le rappelle quand même sur l'importance de la discipline qui est la sociologie. Je voudrais commencer cet entretien en lisant le prologue de votre ouvrage, qui résume un peu toute cette affaire pour nous permettre à toutes et tous de comprendre de quoi on parle et le point de départ aussi, tout simplement, de cet ouvrage. Vitrolles, quartier populaire du Liourat, 28 juin 2017. Ce matin-là, les fonctionnaires de la sous-direction antiterroriste perquisitionnent le domicile d'un jeune militant d'extrême droite, particulièrement actif sur les réseaux sociaux. Kylian, 22 ans, connu sous le pseudonyme Klaus Brown 13, administre une page Facebook intitulée « Les amis et supporters d'Anders Behring Breivik, auteur des attentats meurtriers de 2011 en Norvège, ayant causé la mort de 77 personnes et fait 320 blessés ». Son pseudonyme, qui mêle les noms du criminel de guerre nazi Klaus Barbie et d'Eva Braun, compagne d'Adolf Hitler, assorti du numéro 13, probablement une référence à son territoire de résidence, est un indice de sa fascination idéologique. Lorsque les policiers pénètrent dans le petit appartement, Kylian, paniqué, décide précipitamment de se débarrasser de son ordinateur avec l'idée de le jeter par-dessus le toit de l'immeuble. Mais les pluies de la veille ont poussé sa mère à verrouiller soigneusement fenêtres et volets. Ce détail ralentit sa tentative désespérée de dissimulation et l'ordinateur finit sa course sur un balcon en contrebas, intact. Aguerris à ce type d'intervention, les policiers ont remarqué la nervosité du jeune homme. Mais ce qu'ils découvrent lors des fouilles dépasse toutes leurs attentes. Le logis abrite du matériel prohibé. Un fusil de calibre 12, 2 pistolets à poudre noire, des munitions, des composants d'explosifs, des masques à gaz, un gilet pare-balles et une bombe lacrymogène. Parmi les éléments saisis figurent également des tracts d'une violence explicite, arborant des slogans tels que « Rebeux, black, racailles, migrants, dealers, djihadistes, toi aussi, tu rêves de tous les tuer, nous en avons fait le vœu, rejoins-nous » ou encore « On recrute des chasseurs d'Arabes ». Cependant, c'est l'examen de l'ordinateur de Kylian qui fait basculer l'affaire dans une toute autre dimension.
Les enquêteurs y trouvent une liste de sympathisants et militants d'extrême droite répertoriant des centaines de noms à travers toute la France. Des traces numériques révèlent des échanges détaillant des projets d'attaques terroristes visant une quarantaine de mosquées, des restaurants tenus par des citoyens musulmans, ainsi que des assassinats de personnalités politiques de premier plan, parmi lesquels Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner. Les politiques découvrent également des négociations financières sur le Darknet pour l'achat d'armes, notamment des Kalachnikov en République serbe de Bosnie. Face à l'ampleur et à la gravité des faits, le parquet d'Aix-en-Provence se dessaisit de l'affaire au profit de la section antiterroriste du parquet de Paris. Ce qui paraissait n'être qu'une banale affaire d'apologie de la haine en ligne dévoile, presque par hasard, les rouages d'un réseau méthodiquement construit dans l'ombre par Kylian. C'est ce parcours, cette trajectoire et cette toile complexe, patiemment tissée au fil des années, que nous nous proposons d'explorer. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire un peu plus dans cette entretien. Comment s'est déroulée déjà votre première rencontre avec Kylian ? Vous partez de tous ces faits là que je viens de décrire. Vous dites on va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de ce jeune homme. Pourquoi est-ce qu'il accepte de vous parler déjà ? Alors en fait, les conditions de la rencontre, il se trouve que j'ai une activité de formation pour des professionnels, notamment de la pénitentiaire, et un peu par hasard, j'ai rencontré son éducateur qui m'a expliqué que voilà, il avait à gérer cette personne, et je m'intéressais de plus en plus aux mouvances de l'ultra-droite. Donc je lui ai demandé assez spontanément si cette personne accepterait de me rencontrer en tête-à-tête. Je n'étais pas du tout sûr de la réponse, parce que bon, il se trouve que voilà, je suis un chercheur, mais je suis aussi typé, donc par rapport à son idéologie, ça pouvait aussi poser un problème. Il se trouve qu'il a accepté assez facilement. Donc, alors je me suis posé la question de pourquoi il accepte aussi facilement. Je pense que c'est quelqu'un qui se voit comme un militant politique, et qui, le fait de voir un professeur de sciences politiques venir faire quand même une longue distance pour discuter avec lui, etc., le conforte aussi peut-être certainement dans son auto-perception d'être un militant politique important pour l'avenir de la France. Et donc ça s'est fait comme ça, et de fil en aiguille, on a multiplié les rencontres, ce qui m'a permis d'approfondir, je dirais, ma connaissance de sa trajectoire sociale. En vous lisant, on comprend qu'il s'est pas mal livré. Où vous avez parlé avec lui pendant des heures et des heures. Il a beaucoup parlé de sa famille, son enfance, sa perception du monde. Alors vous commencez par cette phrase dans un des chapitres qui est « On ne naît pas terroriste, on le devient », qui pourrait sembler être impensif, mais qui est fondamental puisque c'est vraiment le propos de votre ouvrage. Vous revenez sur son parcours. Kylian grandit à Vitrolles, puis à Marignane, 2 villes acquises au Front National. Leur administration municipale successivement acquise au Front National puis au Mouvement National Républicain a contribué à façonner un espace public saturé par une rhétorique identitaire et nationaliste. Cette immersion locale, conjuguée à une appartenance familiale sympathisante du FN, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, place d'emblée Kylian dans un environnement idéologique propice à l'intériorisation des repères d'extrême droite. Quel rôle va jouer la famille de Kylian, qui est quand même plutôt d'extrême droite, et cet environnement municipal, en fait, tout simplement, qui est d'extrême droite, clairement, politiquement? Alors, la famille, déjà, de manière assez directe, à travers une socialisation politique assez je dirais, perméable aux idées d'extrême droite, puisque les parents sont clairement des sympathisants du Front National et du RN, par la suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'habitus en sociologie, c'est les valeurs qu'on transmet à ses enfants. Parfois, ça peut être des valeurs politiques, et ça a été le cas avec lui. Et puis après, il y a ce que vous dites, l'écosystème urbain. Donc Vitrolles a été quand même un laboratoire assez exceptionnel d'adoption des idées d'extrême droite. C'est-à-dire qu'à Vitrolles, les gens ont peut-être oublié, mais on a changé le nom de certaines places, par exemple. Monsieur Nelson Mandela est un chef d'État étranger vivant en exercice. C'est contre tous les usages que d'avoir donné un nom de place à quelqu'un en exercice et vivant. Nous lui préférons la place de Provence. Il y a eu tout un changement culturel pour faire en sorte que l'extrême droite s'impose au niveau culturel, au niveau politique. Donc le tissu associatif a été bouleversé, la politique culturelle de la ville aussi, c'est-à-dire que certains sujets n'étaient pas évoqués dans les cinémas, etc. Donc il y a eu vraiment un écosystème politique d'extrême droite qui a été poussé vraiment à un niveau, c'est le cas de le dire, à un niveau extrême à Vitrolles. Et ce jeune grandit dans cet univers urbain avec des parents qui eux-mêmes sont des sympathisants de ces idées-là.
Et le collège, vous écrivez, il est situé dans le quartier de la Fraise School, donc là, le collège qu'il va fréquenter, et ça va avoir un impact parce que c'est là qu'il va être victime de harcèlement, en tout cas c'est ce qu'il raconte. C'est un territoire paupérisé qui concentre des difficultés socio-économiques très supérieures à la moyenne, écrivez-vous. Au cours de sa période de scolarisation, les statistiques indiquent que près de 34% des habitants de ce quartier vivaient sous le seuil de pauvreté. Le taux d'emploi des 15-64 ans était de 53% et 32% des ménages vivaient dans un logement inférieur à 3 pièces. Donc on est vraiment sur un territoire pauvre. Kylian retrace son expérience dans cet établissement ainsi. Il dit, je le cite, « J'avais des tics et tout le monde se foutait de moi à l'école. J'ai été harcelé pendant 8 années par les élèves. Les psychologues scolaires savaient, mais n'ont rien fait. Elles ne servent à rien. J'ai développé une phobie scolaire à cause de ces brimades quotidiennes. Je ne voulais pas aller en cours. C'était surtout des élèves d'origine maghrébine et ça m'a foutu la haine. Je me suis fait clairement bolosser. J'ai compris après qu'il ne fallait pas se laisser faire. Il valait mieux taper ceux qui harcèlent et qui briment que discuter. En prison, c'est pareil. Il n'y a pas de place si tu es faible. » Vous faites toute une partie du livre sur ce harcèlement qui va, non seulement qui va jouer un rôle, mais qui surtout est présent dans de très nombreux récits de radicalisation à tous les endroits. C'est-à-dire que pas seulement ceux qui sont radicalisés à l'extrême droite, ultra-droite, mais aussi du côté du djihadisme sur lequel vous avez travaillé. Quel est le rôle, là, dans le cas de Kylian, de ce harcèlement scolaire? Oui, alors comme vous dites, le point de départ des processus de radicalisation, c'est souvent une crise, un malaise. Et chez lui, le malaise, clairement, c'est lié à son harcèlement scolaire et ses tics faciaux. Il se trouve qu'il est élève, comme vous l'avez dit, dans un quartier assez paupérisé, fréquenté par beaucoup de jeunes issus de l'immigration. Donc il est, comme il dit, bolossé, entre guillemets, méprisé par des jeunes issus de l'immigration. Alors j'apporte une petite nuance. Il dit que l'administration scolaire n'a rien fait par rapport à son harcèlement. C'est pas ce que disent les éléments du dossier judiciaire. Donc je serais incapable de vous dire quelle est la vérité, mais il me semble important de le rappeler. Donc il se fait harceler pendant des années par des jeunes qui sont issus de l'immigration, beaucoup qui sont issus de l'immigration. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va créer chez lui une volonté de repli. Et ce repli, il va se traduire par la fréquentation assidue d'Internet et de certains sites. Et notamment les jeunesses nationalistes de Lorraine, qui vont lui expliquer en gros que s'il est harcelé, c'est tout simplement parce qu'il est blanc, en fait. Et que c'est un des seuls blancs de sa classe, et que c'est le racisme contre les blancs qu'il faut ériger, il faut lutter contre ce racisme anti-blanc, et donc lutter contre les immigrés, les musulmans, etc. Et donc c'est vraiment un élément clé, et surtout vous expliquez que ça fait des années que vous travaillez là-dessus, et que vous avez repéré à chaque fois, ou très souvent, on regarde ce moment de frustration. Je vous cite, « Au-delà des orientations idéologiques, le scénario de ces itinéraires biographiques est presque toujours identique. L'individu harcelé ou frustré dans son désir d'inclusion et de reconnaissance développe une rancœur et une haine de soi qui se convertit progressivement en haine des autres. » Oui, ce processus, on l'a rencontré 30 ans avant avec l'affaire Khaled Kelkal, par exemple, au milieu des années 90. C'est un jeune qui est dans un collège de Vaux-en-Velin, qui est plutôt un bon élève. Il se retrouve au lycée, dans le centre-ville de Lyon, le lycée La Martinière. Il se trouve qu'il est stigmatisé parce qu'il est différent des autres, en fait. Il vient d'un quartier, il est d'origine maghrébine, ce qui n'est pas le cas de la majorité des élèves de ce lycée. Et puis, progressivement, on voit un repli, en fait. Il quitte l'école. Et puis, à l'époque, le repli, c'était le quartier, c'était autre chose. Aujourd'hui, le repli, c'est de plus en plus Internet. Et ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est Internet devient une espèce de refuge pour beaucoup de jeunes harcelés. Et l'offre idéologique, aujourd'hui, elle est beaucoup plus massive et beaucoup plus puissante qu'il y a 30 ans. C'est justement la suite un peu de ce parcours, c'est que ça part de cet univers familial, municipal, cette sensibilité politique de base. Ensuite, il y a le harcèlement scolaire. Et face à cette ostracisation qu'il va subir, vous écrivez que l'univers numérique, c'est un espace où il peut explorer des idées, interagir sans contrainte et se façonner une nouvelle identité affranchie du regard des autres. Comment on se façonne une identité d'extrême droite? Puisque sur Internet, on pourrait faire tout autre chose. Pourquoi il va se tourner vers des sphères numériques radicalisées à l'extrême droite? Alors, il explique bien qu'il va sur plein de sites, en fait. Il va sur des sites complotistes, sur les francs-maçons, les extraterrestres. Et puis, sur l'ultra-droite, il trouve une espèce de communauté virtuelle amicale qui l'accepte bien et qui comprennent quelque part, en fait, son malaise. Mais pourquoi ils vont s'intéresser à lui particulièrement? Pourquoi ça va matcher? Alors, c'est d'abord lui qui s'intéresse à eux, plutôt. Il va sur différents sites d'extrême droite, et visiblement, il y a quelqu'un qui prend contact avec lui, dans ce qu'on appelle les technologies conversationnelles. C'est aussi la différence avec Internet aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on peut discuter, échanger et se faire une amitié sur Internet. Et ça se faisait pas il y a encore 20-30 ans, c'était plus compliqué. Donc, visiblement, il a un point de contact avec un groupe d'extrême droite et une espèce d'acteur qui devient un ami virtuel pour lui. Et ça le conforte, en fait, ça lui crée une espèce de famille virtuelle
qui tranche avec la dureté de sa vie dans le monde réel, en fait. Il a quel âge à ce moment-là, à peu près ? Il a à peu près 14-15 ans. Et alors, tout ça vient se lier à des événements politiques, des événements de société qui n'ont donc rien à voir directement avec lui, son mal-être au collège, au lycée. Et vous parlez de l'affaire Cahuzac. Enfin, c'est lui qui vous parle de l'affaire Cahuzac, ce qui peut paraître assez étonnant, assez inattendu, mais vous écrivez que ça peut jouer un rôle, en tout cas lui il considère que ça joue un rôle justement dans cette idée d'injustice, de deux poids, deux mesures. Alors effectivement, il y a 2 événements en 2011 et 2012 qui vont le marquer profondément. D'une part, c'est d'abord la tuerie de Breivik en Norvège en 2011, donc qui tue ce terroriste d'extrême droite qui tue 77 étudiants d'obédience, on va dire, socialiste. Les 85 victimes participaient à un rassemblement de jeunes du Parti travailliste. Elles sont tombées sous les balles d'un homme qui se présentait comme policier. Il y a une espèce de fascination par rapport à cet homme qui voit comme une espèce de chevalier nordique. Et l'année 2012, c'est l'inverse, c'est la haine qu'il a pour Cahuzac, qui, comme vous le savez, avait menti sur sa possession d'un compte bancaire en Suisse et à Singapour, une affaire révélée par Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Et en fait, ces 2 personnages, Breivik et Cahuzac, incarne, je dirais, les 2 pôles de sa boussole morale. C'est le héros et l'infâme, quelque part, en fait. Et il est profondément marqué par ces 2 personnages. Et bien sûr, il est attiré, il est de manière presque magnétique par la figure de Breivik. Et il va ensuite intégrer un collectif nationaliste. Donc, dans la foulée, comment est-ce qu'on va passer d'Internet au réel, puisque là, il va se mettre à fréquenter des groupes d'extrême droite bien au-delà du numérique. Alors en fait, effectivement, il rencontre un groupe de jeunesse nationalistes de Lorraine qui veulent recruter un peu des sympathisants dans la région de Marseille, qui est une région assez peu dynamique en fait au niveau du recrutement de ce type de sympathisants. Et en fait, il prend conscience qu'il a un certain talent pour fédérer les gens sur Internet, c'est les sympathisants d'extrême droite. Et donc pour lui, c'est une espèce de vecteur de restauration narcissique extrêmement puissant, qui passe en gros, entre guillemets, du statut de loser dans le monde réel à celui de winner, d'influenceur dans le monde virtuel. Et ça, c'est très puissant d'un point de vue narcissique, et on le retrouve aussi beaucoup chez les djihadistes, ça. Ce côté loser qui, par le statut de djihadiste, par le statut de combattant de Dieu, deviennent véritablement quelqu'un. Ben lui, il devient quelqu'un en militant politiquement, virtuellement sur la toile. Et alors, quelles sont leurs idées ? Sur quoi ils se retrouvent quand ils vont se retrouver en vrai, justement ? Il va commencer à fréquenter d'autres jeunes, avoir, vous disiez, ce rôle un peu presque de leader. Autour de quoi est-ce qu'ils vont se rentrer dans une symbiose ? Sur l'idée que la France est menacée, que la culture française est menacée, la culture européenne, même la civilisation européenne est menacée, que la cause de tous les problèmes, c'est les populations issues de l'immigration postcoloniale, maghrébine, africaine, etc. Un sympathisant d'extrême droite qui poste régulièrement des commentaires sur ce forum et s'érige contre le nombre grandissant de musulmans en Europe. Pouvez-vous me mentionner un seul pays dans lequel le multiculturalisme a été une réussite quand il englobe l'islam ? Et progressivement, il y a une espèce de phénomène... alors d'abord un phénomène, ce qu'on appelle d'extimité, donc il parle de tous ces problèmes à ces gens, qu'ils le comprennent, donc ça lui apporte un réconfort psychologique. Et par la suite, il y a progressivement ce qu'on appelle le principe d'enfermement algorithmique, donc qui crée une bulle cognitive, en fait. Donc il regarde que des vidéos sur l'extrême droite, sur l'ultra-droite, et progressivement, il y a une espèce d'insularité cognitive qui se met en place et un effet tunnel qu'on voit de plus en plus aujourd'hui chez les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous le savez, Internet vous propose une version personnalisée. Donc chaque personne a son propre Internet. Et lui, Internet, ça tourne autour de l'extrême droite, de l'ultra-droite, des néo-nazis, etc. Et ça crée un effet tunnel qui renforce d'autant plus son adhésion idéologique qu'il est talentueux, de facto, pour aussi recruter des personnes. Donc il y a une espèce d'effet d'entraînement très intense qui se met en place. Et puis alors à un moment, ça va passer dans des actions physiques, où ils vont mettre en place des choses, notamment en 2013. Il n'est même pas majeur et il participe avec 6 autres personnes à une action de dégradation d'un radar situé à Pennes-Mirabeau, donc toujours près de Marseille, sa région. Pourquoi un radar ? Et puis surtout, pourquoi ça va jouer un rôle ? Parce qu'on pourrait se dire, mais c'est juste un acte de dégradation. Je pense que la dimension idéologique, c'est vrai qu'elle n'est pas évidente. Je pense qu'il y a surtout la volonté quelque part de s'encanailler. Il y a un phénomène aussi de mimétisme, parce qu'à l'époque, c'est les bonnets rouges
qui attaque des radars. Et je pense qu'il se dit que peut-être qu'il est capable de faire la même chose. Mais c'est vrai que la dimension idéologique n'est pas évidente dans cette attaque-là. Toujours est-il qu'elle aura un rôle clé dans son parcours, parce que c'est là qu'il passe du militantisme politique classique. Avant ça, il distribuait des brochures, des tracts, des choses comme ça, à l'activisme illégal. Et ça, c'est un point de bascule. Et visiblement, il a pris plaisir aussi à ça. Et certaines études scientifiques montrent que le fait de commettre des actions illégales provoque une forme d'adrénaline qui peut générer une forme d'addiction. Et beaucoup rentrent dans les phénomènes de violence comme ça, en fait, parce qu'ils ressentent une forme de plaisir, d'adrénaline très fort dans la commission de ces actions. Et ensuite, il va créer son propre groupe. Alors d'abord, il crée le MPNA et progressivement, via les réseaux sociaux, Facebook, etc., il fédère autour de lui les militants qu'il considère comme les plus motivés. Et il en fédère à peu près une dizaine véritablement très motivés. Vous dites qu'il a presque un lien sectaire avec eux, c'est-à-dire qu'il est... C'est un peu la tête pensante, en fait, parce que parallèlement à ça, il se fait une vraie culture d'extrême droite. Il lit des ouvrages comme Le Camp des Saints de Jean Raspail, Renaud Camus. Enfin, il y a toute une littérature comme ça d'extrême droite avec laquelle il se familiarise. Et ça crée un effet de fascination autour des jeunes qui sont souvent moins dotés que lui intellectuellement. Vous écrivez, ce que vous disiez tout à l'heure, traité comme un loser durant des années, il devient d'abord, grâce à son engagement sur Internet, un leader charismatique capable d'entraîner avec lui des centaines de personnes. Cette visibilité ne se cantonne pas à des gratifications symboliques, prestige, etc. Elle lui donne également accès à des rétributions matérielles, puisque certaines structures le rémunèrent pour des prestations. Le contraste entre ce qu'il a été et ce qu'il est devenu est abyssal. De quelles prestations on parle? Comment il va réussir à tirer profit de cet engagement politique? Il est de plus en plus connu dans la toile, dans les réseaux virtuels d'extrême droite. Et certains font même appel à lui. Je cite l'exemple d'une association suisse qui décide de le payer pour faire une conférence sur comment sécuriser les connexions entre groupes, qui portent ces idées-là. Et il faut imaginer pour lui ce que c'est. C'est-à-dire que c'est un puissant vecteur de restauration narcissique. Il a été un loser stigmatisé dans sa classe pendant 7 ou 8 ans. Il devient un leader suivi par des centaines de personnes en France et même invité à faire des conférences. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez vertigineux pour lui. Et on peut imaginer la puissance que ça a eu sur sa psyché et puis son désir de continuer son activité. Et en parallèle, il y a les événements politiques, ce qui se passe dans la société, qui vont jouer un rôle. C'est pour ça que c'est vraiment multifactoriel, cette radicalisation. Et là, évidemment, on doit absolument parler du rôle des attentats de novembre 2015. Vous écrivez « Ces événements, déclencheurs d'un choc moral viscéral, résonnent profondément avec les paradigmes idéologiques qui l'ont façonné durant les années précédentes. Il conforte ses convictions sur le bien fondé de son combat et accrédite l'idée d'une guerre civilisationnelle inévitable contre des populations musulmanes perçues comme un bloc monolithique et solidaire. » Qu'est-ce qui s'est passé avec ces attentats de 2015 pour lui et pour les autres? Vous expliquez que pour toutes les personnes radicalisées avec à l'extrême droite, ça va être un véritable électrochoc. Alors en fait, effectivement, il y a une montée en puissance de l'État islamique à l'époque, donc Daesh avec sa propagande, son drapeau noir et blanc, etc. Et c'est intéressant aussi, après le MPNA, il crée l'OAS, et c'est intéressant parce que l'OAS, son slogan, c'était l'OAS frappe qui il veut, quand il veut, où il veut. C'est une organisation qui a fait des milliers de morts, faut le rappeler, 13 000 attentats, 2200 morts, des attaques assez violentes. Ils ont quand même fait vaciller le pouvoir gaulliste. Il faut imaginer ce que cette organisation a créé comme fascination chez des jeunes qui ont été biberonnés quelque part à Daesh. C'est la génération qui regarde les attentats de Daesh à la télé pendant quelques années. Tout ça va continuer à accentuer sa radicalisation au point que son groupe va vraiment s'adonner à des actions de violence. Et là, Kylian, il assume complètement l'idée de la violence inévitable. Après son arrestation, donc en 2017, il expliquera qu'à l'époque, aux enquêteurs de la police, que les membres de son groupe ambitionnaient, je cite, de créer un climat de terreur en s'adonnant à des ratonnades à répétition et en tirant avec des armes sur des trafiquants de drogue dans les cités. Je le cite lui-même. Le but n'est pas de tuer pour tuer. L'objectif concret de l'organisation est d'enclencher une remigration basée sur la terreur. Leur faire peur pour qu'un maximum s'en aille pacifiquement. Puis les 10% restants, c'était bon. Ça veut dire quoi, les 10% restants, c'était bon ? Ça veut dire... alors, il le dit comme ça. Ça veut dire qu'en gros... Si ils peuvent les tolérer ou qu'ils vont... Voilà, qu'on peut tolérer 10% éventuellement qui restent, quoi.
Mais il y a cet imaginaire algérien, encore franco-algérien. À l'époque de la guerre d'Algérie, on disait la valise ou le cercueil. Il y a un petit peu ça dans l'autre sens, en fait. Aujourd'hui, les musulmans, c'est la valise ou le cercueil. Donc, soit vous partez, soit on vous tue. En fait. Sachant qu'encore une fois, on parle de personnes totalement françaises, qui ont des papiers français. Qui sont nés ici, qui ont grandi ici, depuis parfois plusieurs générations, etc. Il y a un autre élément aussi important, c'est l'année 2015, parce qu'Anders Breivik, dans son manifeste, théorise l'idée que les immigrés, un jour, vont venir mettre l'Europe à feu et à sang, et ils vont venir de manière très massive. Et en 2015, il faut se rappeler qu'on a à la fois les réfugiés syriens qui viennent massivement, et on a la vague d'attentats. Et donc, pour ce groupuscule, il est devenu clair que les prophéties d'Anders Breivik sont en train de se concrétiser. Et ça va aussi renforcer leur désir de passage à l'action. Et vous écrivez à seulement 20 ans qu'Iliane a déjà acquis un savoir-faire militant considérable. Sa précocité dans l'activisme lui a permis de développer un large éventail de compétences, allant du recrutement de sympathisants sur Internet à la création de supports de propagande, en passant par l'élaboration de stratégies de dissimulation destinées à faciliter la réalisation d'actions clandestines. Cette rapidité d'apprentissage témoigne à la fois de son engagement total et de sa capacité à structurer et professionnaliser son activisme des réseaux idéologiques. Grâce à son activisme débuté dès 2013, il dispose d'un carnet d'adresses extrêmement fourni dans lequel il va puiser des profils de volontaires susceptibles d'adhérer à ses projets. Et vous expliquez que sa stratégie de communication se nourrit abondamment du savoir-faire de l'État islamique. Donc ça peut paraître encore une fois complètement paradoxal parce qu'ils reprennent les méthodes de ceux qui sont censés combattre. Et on voit qu'en plus, en fait, au fur et à mesure du livre, on voit, et donc de son parcours, on voit que c'est de plus en plus violent. Et ils vont de plus en plus loin dans l'idée de pouvoir provoquer cette remigration qu'ils appellent de leur vœu. Non, déjà, lors du premier rendez-vous, il m'explique qu'il a été voisin de Sidam Edglam, donc le djihadiste qui a tué la prof de fitness Aurélie Châtelain, qui a pris perpétuité. Donc il se retrouve en prison avec les djihadistes. Il se retrouve pendant 9 mois à l'isolement à côté de lui, et il m'explique qu'il s'entendait plutôt bien avec lui, en fait. Donc ça montre une matrice cognitive un peu similaire. Mais comment lui, il justifie ça, alors que c'est ceux, littéralement, qu'il a tellement voulu combattre, encore une fois, immense guillemets, mais qui s'est retrouvé en prison? Je pense que y a une forme de respect, entre guillemets, par rapport à un acteur qui, comme lui, est capable de se battre pour une grande cause et jusqu'à la mort, en fait. Et donc, ils se respectent par rapport à ça. Même si, d'un point de vue idéologique, ils sont complètement antagoniques. Vous qui avez travaillé sur le djihadisme, quelles sont leurs différences à ces militants, à part les idées? Alors, il y a beaucoup de points communs, je suis revenu dessus. Au niveau des différences, je pense que c'est assez malaisant de travailler sur l'ultra-droite parce que, véritablement, on sent que leur hostilité est une hostilité de... Chez les djihadistes, on vous dit on attaque les Occidentaux parce que leurs politiques à l'égard du monde musulman sont violentes, etc. Donc il y a une espèce de mécanique un peu intellectuelle. Dans l'ultra-droite, il n'y a pas ça. C'est vraiment votre présence physique comme personne issue d'une autre minorité, d'une autre ethnicité, qui pose problème. Insultes ouvertement racistes, proférées également dans des vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux. Moi, il n'y a pas d'allégeance à Al-Qaïda ou quoi que ce soit. Moi, c'est l'inverse. C'est l'allégeance au bleu, blanc, rouge. C'est vraiment cette dimension qui peut être un peu malaisante. Mais sinon, les différences sont extrêmement ténues. Chez les djihadistes, il y a ce rapport au salut. Donc, et encore, même ça, on voit de plus en plus de phénomènes de conversion au catholicisme dans les mouvances ultra-droite, avec cette idée qu'on commet nos actions terroristes et on se retrouvera au paradis. C'est ce qu'avait fait Kylian par rapport à son groupuscule. Il avait incité les membres de son groupuscule à se convertir au catholicisme pour se retrouver. Donc vraiment, les divergences entre djihadistes et les militants ultra-droite sont extrêmement ténues, extrêmement limitées. Vous essayez également d'expliquer les parcours d'autres personnes qui vont collaborer avec Kylian, que vous avez interrogé. Vous analysez les trajectoires de différentes personnes qui, encore aujourd'hui, lui prêtent allégeance. Alors, vous expliquez l'analyse des trajectoires de Théo, Firmin, Antoine, Loïc et Jeffrey, met en évidence un phénomène commun de déclassement, entendu comme le fait de subir une régression sociale, qu'il s'agisse de statut, de reconnaissance ou de projection dans l'avenir. Bien qu'ils proviennent de milieux sociaux variés, ils partagent presque tous un parcours ponctué d'échecs et d'exclusions qui alimentent leur radicalisation. La majorité des membres de l'OAS ont grandi dans des environnements marqués par la précarité affective, les séparations familiales ou les conflits intergénérationnels. On perçoit dans leurs itinéraires sociaux un quadruple déclassement, familial, scolaire, professionnel et symbolique.
Là encore, vous analysez en tant que sociologue les terrains, ou en tout cas les points communs qu'ils peuvent avoir. Et d'ailleurs, vous ne parlez pas tant de précarisation économique. Là, on est plus sur des dimensions plus symboliques. Pourquoi ils vont se mettre à se radicaliser alors que des personnes qui vivent ce type de déclassement, il y en a plein, qui ne vont pas forcément basculer dans ce niveau de violence raciste. Des gens déclassés, il y en a partout, il y en a énormément. Là, la différence, c'est qu'il y a une rencontre aussi. Il y a une rencontre, c'est une sorte de rencontre avec une offre idéologique. Et ces individus ont comme dénominateur commun d'avoir rencontré Kylian. Et donc, Kylian va aussi travailler ça. Et comment il va les rencontrer ? Alors, certains via des réseaux sociaux. Ils vont réagir, notamment lorsqu'il administre cette page de fans Facebook pour Anders Breivik. Certains vont réagir, vont commenter, vont être très actifs, et il va en faire quelque part des alliés. C'est beaucoup Internet, en fait, qui fédère les jeunes de plus en plus. Et vous dites qu'il y a également une prédominance de l'imaginaire militaire. Oui, et ça, je l'avais déjà observé chez les djihadistes, en fait. On ne le sait pas, mais beaucoup de djihadistes ont tenté d'intégrer l'armée française avant de rejoindre le djihadisme, en fait. Donc, c'est des jeunes qui sont souvent dans un désir de restauration narcissique, qui sont fascinés par la virilité, l'héroïsation, qui sont en quête de fraternité, parce que c'est quand même des jeunes qui évoluent dans des trajectoires familiales un peu, parfois chaotiques, troubles abandonniques, mère qui abandonne ses enfants, père inconnu. Enfin, il y a souvent ce type de trauma. Et les armées ont comme propriété de fournir une espèce de fraternité. D'ailleurs, on dit frères d'armes, hein, c'est pas rien. Les armées fournissent à la fois une fraternité, une mission, un sens. Et ça attire beaucoup de jeunes un peu, je dirais, désorientés, qu'ils soient des djihadistes ou des militants ultra-droite. En tout cas, Kylian, c'est une personne clé. C'est quelqu'un qui a basculé dans un niveau d'ultra-violence conceptuelle, en tout cas, et qui a, de toute évidence, envie de passer à l'acte, au point d'avoir des armes chez lui, au point d'avoir tout qui est organisé, plusieurs attentats. Et ce qui est assez terrifiant, c'est que finalement, la police va tomber là-dessus un peu par hasard. C'est qu'ils ne pensent pas avoir affaire à quelqu'un d'aussi radicalisé. Comment est-ce que ça se passe ? Comment ils en arrivent quand même à perquisitionner la maison de ses parents, en l'occurrence, où il vit ? Et comment est-ce qu'on a pu passer à côté d'un tel degré de radicalisation du côté des services de renseignement ? Je pense que sa page Facebook était extrêmement... il la tenait depuis longtemps, elle était très suivie, etc. Du coup, ça a mis la puce à l'oreille pour les forces de police. Après, je pense que... Mais là, il a quand même des armes chez lui. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu le fait qu'il a des armes chez lui. Non, on n'a pas vu. Non. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une espèce de djihadocentrisme, comme je dis, au niveau des forces de police et du renseignement. C'est-à-dire qu'on considère que la véritable menace, c'est le djihadisme, parce qu'il y a eu 260 morts entre 2015 et 2020. Et peut-être qu'on sous-estime, alors peut-être de moins en moins aussi, mais on sous-estime la menace que représente l'ultra-droite. D'autant plus, c'est une menace aussi qui est parfois connectée aussi à des métiers d'ordre, comme la police, l'armée, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un drame comme on a eu en Norvège ou en Nouvelle-Zélande avec des dizaines de morts pour se dire qu'il faut monter une véritable politique publique de lutte contre les idées de l'ultra-droite, parce que je pense qu'on a déjà des éléments, on a des outils avec le djihadisme, etc. Et il suffirait, à mon sens, de dupliquer notre expérience sur ce territoire idéologique. Parce que là, encore une fois, le niveau de préparation des attentats est quand même assez effrayant. On n'est pas sur quelqu'un qui a une vague idée de peut-être faire des attentats. Il avait vraiment tout préparé. Et il se retrouve donc placé en détention provisoire, évidemment, une fois qu'il découvre tout ça chez lui. Et au tribunal de Paris, expliquez-vous, après 4 années de détention provisoire, parce qu'il a arrêté en 2017, il est jugé en septembre 2021. Et là, il se présente sous les traits d'un repenti, puisque c'est son procès. Il dit que son passage en détention l'a vraiment transformé sa personnalité, qu'il regrette. Et là, c'est moi, je trouve, la partie du livre la plus glaçante. Le 12 octobre 2021, le verdict tombe. Kylian est condamné à 9 ans de prison ferme après 2 semaines de procès qui auront mis en exergue le degré d'élaboration et de planification de ses projets terroristes. La façade de remords de Kylian se fissure lors du procès face aux preuves accablantes fournies par les services de renseignement pénitentiaire, notamment grâce aux sonorisations des parloirs de prison. Dans ces échanges entre 2017 et 2021, il exprimait sans embâche sa détermination et tenait des propos empreints de violence. Lors d'une visite en détention, il demande à sa mère de galvaniser les autres membres du groupuscule afin qu'ils poursuivent l'exécution des missions planifiées. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on fait en fait avec ce type de personnes ? Parce que là, il passe 9 ans en prison, il vient de sortir de prison par ailleurs en juin dernier, et il semble adhérer encore totalement à ce pourquoi il a été mis en prison à la base.
En fait, si on regarde l'expérience avec les djihadistes, ce qui intéresse la société, c'est qu'ils se désengagent, en fait, qu'ils renoncent à l'action violente. Après, qu'ils restent sur une radicalisation cognitive, c'est embêtant, mais si ça pose pas de problème de sécurité à la société, on peut le tolérer. Comment est-ce qu'on sait, là, qu'il va pas refaire un attentat ? Déjà, c'est des profils qui sont extrêmement suivis par les services de renseignement. Ça, c'est quand même le spectre haut, là, c'est quand même des gens assez capés, entre guillemets. Donc, ils seront suivis pendant des années. Donc, il y a un contrôle qui est très fort. Et là, il y a une réflexion qui est menée de plus en plus à l'intérieur des prisons pour mener des programmes un peu comme sur le modèle des djihadistes, pour désengager, déradicaliser, entre guillemets, et faire en sorte que ces individus sortent de prison avec un corpus idéologique, je dirais, qui prennent de la distance avec ce corpus idéologique. Mais ce que vous rappelez dans l'ouvrage, c'est quand même que la prison, ça peut radicaliser encore plus. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On a des cas... depuis la bande Abadère en Allemagne, on sait qu'il y a des détenus qui étaient plus radicalisés lorsqu'ils sortaient de prison que lorsqu'ils étaient rentrés, quasiment. Maintenant, c'est un travail à faire, c'est un travail à mener. C'est aussi toute la question des conditions d'incarcération, du sens de la peine, parce qu'on a aussi des prisons en France qui sont dans un état assez vétuste, surpeuplées, des problématiques psychiatriques, médicales assez grandes, etc. Donc, au-delà de la radicalisation, c'est toute une réflexion aussi à avoir sur le sens de la prison et de l'incarcération. Et bien sûr, on va passer à la partie, pour moi, qui est une des plus importantes, c'est la partie politique, c'est la partie rôle de la société, puisque vous l'avez dit, entre 2015 et 2020, le nombre d'attentats attribués à l'ultra-droite à travers le monde a augmenté de près de 300%. Et la plupart de ces assaillants font explicitement référence au concept de Renaud Camus, de grand remplacement, qu'on entend quand même dans énormément d'endroits. Et se pose la question, en fait, quand on lit tout ça, quand on lit ces références que vous avez commencé à citer, qui sont des personnalités qui n'appellent pas évidemment à faire des attentats, qui disent pas faites des attentats d'extrême droite, mais qui inspirent toutes les personnes, ou beaucoup de personnes qui vont passer à l'acte, ou qui vont vraiment essayer de passer à l'acte pour tuer des gens au nom de ces idées-là. Le grand remplacement touche toute la France. Et les nuisances de l'immigration touchent toute la France. Il y a une insécurité folle aujourd'hui, même dans les zones rurales. Quelle est la responsabilité de ces intellectuels d'extrême droite, ou en tout cas les personnes qui vont propager ces concepts de guerre civilisationnelle, ces concepts d'accélérationnisme aussi, de grand remplacement ? Ils contribuent à légitimer des concepts qui sont, je dirais, très discutables d'un point de vue scientifique. Le grand remplacement, quand vous discutez... C'est une théorie complotiste. Oui, c'est quand vous discutez avec des démographes de l'INED, ils vous expliquent qu'il n'y a rien. C'est une théorie qui est complètement creuse. Néanmoins, elle est reprise par des hommes politiques. Alors, est-ce qu'on peut interdire à des hommes politiques d'utiliser des concepts tels que celui-là ? Je ne sais pas. Je pense que surtout, il faut développer l'esprit critique, développer des médias comme le vôtre où on va s'appuyer sur des références scientifiques et sortir, je dirais, de la polémique qu'affectionnent certains médias, malheureusement de plus en plus nombreux. Justement, vous en parlez de ces médias et du rôle que peuvent avoir des médias qui banalisent les idées d'extrême droite. Vous écrivez « La trajectoire de radicalisation de Kylian s'est en effet cristallisée dans un paysage médiatique en pleine mutation. Les évolutions récentes du champ médiatique ont construit des conditions propices à la diffusion, la légitimation et la normalisation de certaines idées xénophobes. Autrefois bannies des grands médias, ces idées sont désormais davantage tolérées et bénéficient même parfois d'un traitement favorable et du soutien d'entrepreneurs à la tête de puissants empires médiatiques. La dynamique de concentration du pouvoir médiatique tend à réduire la diversité des points de vue et à restreindre la pluralité du débat démocratique. Un des exemples les plus emblématiques est celui de l'industriel Vincent Bolloré, qui a progressivement investi dans des médias tels que le Journal du Dimanche, la radio Europe 1 ou encore la chaîne d'information en continu CNews. Ces investissements financiers ont substantiellement remodelé leur ligne éditoriale, désormais centrée sur la promotion d'une vision alarmiste selon laquelle la nation serait fragilisée et attaquée par des ennemis venus de l'intérieur. Des chroniqueurs comme Éric Zemmour, 6 fois condamnés pour provocation à la haine raciale, ont clairement véhiculé et banalisé ces lectures ethnicisantes. Et je suis certaine que si vous allez demander aux personnes qui sont sur CNews ou Europe 1, mais est-ce que vous appelez à des attentats d'extrême droite ? Évidemment qu'ils vont vous dire que non. Et pourtant, vous faites un lien direct entre ces idées qui sont banalisées dans les médias et des questions de sécurité pour toutes et tous, paradoxalement, parce qu'ils souvent ils se réclament quand même de justement la sécurité. Je pense qu'il faut développer, diversifier l'offre médiatique, peut-être limiter aussi, je ne sais pas si d'un point de vue juridique c'est possible, mais limiter cette concentration du pouvoir médiatique dans les mains de, je crois qu'il y a près 11 milliardaires qui ont 80% ou 70% des médias
La presse écrite. La presse écrite. Quotidienne. Et ça pose un vrai problème parce que ces jeunes-là, ils vont regarder plus facilement CNews qu'aller sur un podcast de France Culture pour essayer de comprendre, je dirais, de manière très pointue tel ou tel phénomène social. Donc la réponse, je pense qu'il faut éduquer les jeunes, développer l'offre médiatique alternative, et puis peut-être freiner aussi cette propension de ces grands entrepreneurs à rogner de plus en plus, en tout cas à imposer leur influence sur des grands médias et sur des lignes éditoriales. On le voit bien, il y a des chaînes de télé aujourd'hui, si vous enlevez la question de l'islam, de l'insécurité, de l'immigration, il n'y a plus grand-chose, quoi. Donc, je tiens à préciser que vous dites pas c'est la faute de CNews, que c'est un propos qui est plus complexe. Mais je dis que ce martelage au quotidien contribue indirectement à façonner le débat, en fait, et les conditions du débat. Pour vous, c'est important quand même qu'on souligne ça, qu'on rappelle que ça n'intervient pas dans n'importe quel contexte, le fait qu'on ait une augmentation de ces attentats ou de ces planifications d'attentats d'extrême droite. Oui, je pense qu'il faut le rappeler, éduquer, sensibiliser, ça me paraît fondamental. Ouais. Quel est l'objectif de ce livre pour vous ? C'était, comme je l'ai dit, déjà de décrypter un territoire idéologique qui est inexploré, qui, à mon sens, n'est pas encore véritablement exploré, de montrer les convergences, ça c'est une hypothèse, mais montrer les convergences avec le djihadisme, et de montrer que finalement, au-delà de l'offre idéologique, ça dit aussi beaucoup de choses sur les jeunes, sur leur vulnérabilité. En creux, ça révèle aussi un déficit d'utopie, un déficit de possibilités d'horizon, de se mobiliser pour une grande cause. Et malheureusement, tout ça, c'est structurel. Et avec la concentration médiatique, ça peut aussi, et le rôle d'Internet, je pense que ça peut malheureusement encore se renforcer dans les années à venir. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Liamine Setoul, d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Merci. Je rappelle que votre livre « Suprémaciste, anatomie d'un parcours d'ultra-droite » est disponible aux éditions Université Paris-Cité. Merci beaucoup d'avoir regardé cet entretien jusqu'au bout. C'est un sujet particulièrement sensible et compliqué à traiter, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout à soutenir notre travail en likant cette vidéo, en la partageant ou en nous soutenant financièrement sur blast-info.fr. Et moi je vous dis à très bientôt.